Alors maintenant, on va enchaîner sur une autre chronique de notre ami Alexis. Alors Alexis, vous le connaissez peut-être, c'est lui qui réalise nos émissions Épistéo sur Radio Arc-en-Ciel, alors où on cogite ensemble. Et puis là, on va aussi un peu cogiter, Alexis, puisque tu nous proposes de se pencher sur cette question, la preuve par la contingence du monde. Tu peux même nous donner la version latine, allez, pour le fun. La preuve a contingentia mundi. Ah, je savais que ça vous ferait plaisir. Les drôles d'oiseaux, je suis sûr que ça vous a fait très très plaisir là. On a kiffé. On a bien kiffé. Excellent. Et donc, Alexis, on va peut-être commencer par traduire tout ça avant de commencer. Tout à fait. On se souvient tous plus ou moins du bac. Est-ce que vous pouvez me rappeler vite fait quelles sont les grandes preuves de l'existence de Dieu classiques que vous avez dû apprendre durant votre cours de philosophie? Ah, mais on écoutait peut-être pas à ce C'était moment-là le aussi. chapitre sur la croyance avant la réforme. Depuis c'est le chapitre sur la religion. De maths. Ouais, d'accord. Moi, je lisais SVM. D'accord. Nous, on a fait un chapitre pendant toute l'année. C'était sur la conscience et l'inconscient. On a tous un truc à raconter sur nos cours de philo, c'est ça qui est D'accord. extraordinaire. Hein. Je Donc, peux pas en je dire plus. commence sur une table rase complètement vierge. Oui, effectivement, là pour le coup. Tabula rasa. Ok, d'accord. Alors vite fait, depuis Kant, on dit en général qu'il y a 3 types de preuves de l'existence de Dieu. La première, c'est la preuve ontologique, c'est-à-dire qui consiste à partir du concept même de Dieu. En d'autres termes, Dieu par définition est parfait, l'existence étant une perfection, donc Dieu existe. C'est la preuve ontologique. Et il y a encore 2 autres types de preuves. Il y a la preuve cosmologique qui consiste à partir de l'existence ou d'un critère général que l'on trouve dans la nature pour en déduire l'existence de Dieu. Et enfin, il y a la preuve physico-théologique, qu'on appelle aussi téléologique, qui consiste à dire, ou la preuve par l'intelligent design qu'on trouve en ce moment, qui consiste à dire qu'il y a de l'ordre dans la nature, ou de la finalité dans la nature, et donc il faut qu'il y ait une intelligence qui soit à son origine. Alors moi, je voudrais vous parler là de un type particulier de preuve cosmologique, puisqu'il y a 2 types de preuves cosmologiques. Il y en a une qui consiste à dire qu'il n'y a pas d'effet sans cause et qu'il ne peut pas y avoir une infinité d'effets et de causes, de chaînes d'effets et de causes, donc il faut une cause première. Mais il y a une deuxième type de preuve qui est la preuve a contingentia mundi, qui consiste à partir donc de la contingence du monde pour en déduire l'existence d'un être nécessaire qui est ensuite identifié à Dieu. Alors, vous m'avez l'air tous là, il faut très l'explication. dubitatifs. Et avant l'explication, il fallait que je le dise. Hein. Ouais. Le cosmos, rien à voir avec les chevaliers du zodiaque. Hein. Tout à fait. Pour ceux qui, à la place d'aller en philo, regarder les chevaliers du zodiaque. Bon, bref, c'est dit. Ça Allez. sent le vécu. Hein. Alors, cosmos en Ça sent le grec vécu. Ouais, signifie tout simplement univers ou nature. Donc, cosmologique, c'est qui part de l'existence de l'univers ou de la nature, tout simplement. Rien de D'accord. plus sorcier. Alors, j'ai dit donc que cette preuve a contingentia mundi se basait sur la contingence. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est la différence entre la contingence et la nécessité? Ce sont des contraires, si je me trompe pas. Oui, c'est des La antonymes. nécessité, si je me souviens bien, c'est ce qui ne peut pas ne pas être. Bien. J'ai bien compris. Mhm. Et donc la contingence, c'est ce qui peut ne pas être. Mhm. Oui. Non. La contingence, c'est ce qui aurait pu être autrement, plus exactement. D'accord. C'est-à-dire ce dont la différence est possible, alors que la nécessité, c'est ce qui ne peut pas être autrement. C'est-à-dire D'accord. ce qui est comme ça, et ça peut pas être d'une autre manière. Voilà, donc en d'autres termes, la preuve qui part de la contingence du monde consiste à dire que le monde en lui-même est contingent, c'est-à-dire que le monde aurait pu être autrement d'une part, mais d'autre part qu'il aurait pu aussi ne pas exister. Et que par conséquent, si on admet le postulat rationaliste que tout a une explication, eh bien nous sommes obligés de trouver l'explication de l'existence de l'univers hors de l'univers lui-même. Donc dans une autre entité qui serait nécessaire, et après il s'agit de déduire les attributs de cette entité. Alors il y a un certain nombre d'objections contre ce type de raisonnement, puisque ce raisonnement se base sur le rationalisme. Et l'un des éléments du rationalisme, comme l'a très bien dit Leibniz, toujours, c'est le principe de raison suffisante. C'est-à-dire qu'à toute chose, il doit y avoir une explication complète qui explique pourquoi elle existe et pourquoi c'est comme ça qu'elle existe et pas autrement. Alors évidemment, ce principe-là n'a pas fait l'appréciation de tout le monde, notamment de Kant et de Hume, qui sont je vais pas dire des irrationalistes notoires, mais qui n'ont pas accepté... Si, tu l'as dit. Espèce d'irrationaliste notoire. qui n'ont pas accepté que le réel soit rationnel. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien tout simplement, par exemple, pour Kant,
Pour lui, la raison, c'est uniquement quelque chose qui est un cadre, qui vous sert à comprendre les choses telles que vous les percevez, mais qui n'est pas quelque chose qui existe réellement dans la réalité. La réalité en elle-même, on ne sait pas si elle est logique ou non. Quand vous voyez un effet, une relation de cause à effet, c'est dans votre tête, dans le réel, on ne sait pas si c'est effectivement quelque chose qui est réel. Donc par conséquent, on dit qu'ils sont critiques, en ce sens-là où ils s'opposent au rationalisme. Kant avait ce fameux mot contre les rationalistes, il les appelait dogmatiques, puisqu'il voulait absolument que le réel soit rationnel. Alors entre nous, bon personnellement, mais c'est quand même quelque chose, il faut régler son compte quand même à Kant, parce qu'il endoctrine quand même pas mal On va de lui nos régler jeunes. son compte. Oui, pas de il genre endoctrine d'or. quand même. Il endoctrine quand même pas mal de nos jeunes lycéens et de nos jeunes en faculté, qui apprennent dogmatiquement aussi Kant et qui ne comprennent plus rien. Je m'explique pourquoi. Parce qu'il y a deux contradictions, à mon avis, fondamentales dans la doctrine de Kant. La première, c'est qu'il est prêt à admettre en partie la raison, notamment pour tout ce qui est les phénomènes, les apparences telles qu'on les conçoit, mais certainement pas pour la réalité en elle-même. Par conséquent, il sépare deux domaines. D'une part, la réalité, ou ce qui est nouménal, et d'autre part, ce qui nous apparaît de la réalité, notre lecture, notre interprétation de la réalité, ou ce qu'il appelle le phénomène. Eh bien pour lui, la raison, ou plutôt la logique, n'a de valeur que dans cette partie-là, la partie phénoménale, la partie de l'apparence, mais pas dans le réel en lui-même. Or, la raison, par définition, la logique par définition, établit des lois qui sont universelles. Quand je dis tout effet a une cause, c'est quelle que soit la nature de cet effet, quelle que soit la nature de cette cause, eh bien, ça, c'est soumis à cette loi logique. Donc par conséquent, en établissant une différence entre deux domaines, il est en train de détruire l'universalité même de la raison. Donc ça, à mon avis, c'est un premier problème. Il pose une contradiction au sein même de la raison. Et deuxième problème qui touche, à mon avis, la doctrine de Kant, c'est le fait qu'il veuille absolument tenir à sa réalité en elle-même, indépendamment de ce qu'on en conçoit, indépendamment de nos perceptions. Il y a pour Kant une réalité en elle-même. Mais de cette réalité en elle-même, nous ne savons pas si elle est logique. Mais comment il fait pour la maintenir, pour la faire subsister? S'il n'y a pas de logique, il se peut très bien aussi qu'elle ne soit pas, puisqu'il n'y a pas de principe de non-contradiction. Donc elle peut à la fois exister et à la fois ne pas exister. Et donc là, à mon avis, il est à nouveau en train de se contredire, à vouloir persévérer à maintenir une réalité en soi, dont on ne sait pas si elle est logique ou non. Et à mon avis, ce n'est pas pour rien, malgré tout ce qu'on peut dire, ce n'est pas pour rien que Fichte, son disciple, décidera de virer la chose en soi. Alors, j'ajouterai une chose encore. Pourquoi je défends le rationalisme? Tout simplement parce que d'une part, ça permet de ne pas être contradictoire avec soi-même. Hein, la raison s'affirme. La raison est une faculté que nous utilisons pour comprendre le réel. Je vois pas pourquoi on la virerait. Mais d'autre part, il y a autre chose. C'est que à chaque fois que les courants ont tenté plus ou moins de détruire la raison, on est arrivé à des situations un peu comiques. Je pense toujours à Pyrrhon. Je sais pas si vous connaissez Pyrrhon. Alors Pyrrhon, c'était un gars qui était sceptique. C'est-à-dire que pour lui, la raison n'avait pas de valeur de vérité. Par conséquent, on pouvait douter de tout. Et c'était un gars qui était prêt, par exemple, il voyait un précipice face à lui, il était prêt à se jeter dedans parce que on ne sait pas si c'est réel ou pas, on ne sait pas si c'est contradictoire ou pas, alors on continue de marcher, tant pis. Une fois un jour, il était en train de marcher tout droit, il allait se noyer parce qu'il doutait de l'existence du lac qu'il était en train de voir face à lui. Il y a un de ses disciples qui passe et, doutant de l'existence du gars qui était en train de se noyer, il ne le sauve pas. Bon après, finalement, ses disciples un peu moins... un peu moins respectueux de la doctrine viennent le sauver, et finalement il applaudit quand même celui qui l'a laissé crever. Mais au fond c'est ça, il y a un gros problème à mon avis, c'est que la raison, c'est une de nos facultés qui nous permet de vivre, et c'est une faculté qui proclame et qui prétend à l'universalité. Nos raisonnements proclament l'universalité. Et donc par conséquent, non seulement biologiquement, parce que nous sommes des êtres vivants, nous devons admettre notre raison, mais d'autant plus parce que notre raison affirme sa propre universalité.